Moi, j'ai demandé à Bruno d'intervenir parce que je voulais aussi qu'on ait l'œil du clinicien qui reçoit les ados et les enfants peut-être aussi, Bruno, je ne sais pas. Beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Peu d'ados, mais Donc sur beaucoup toutes ces d'enfants. Ouais. questions liées à l'éducation à la sexualité, l'éducation évidemment des garçons. Donc voilà, il va nous donner son point de vue sur le lien, probablement entre la... Enfin, c'est peut-être moi qui dis ça d'ailleurs, c'est peut-être mon fantasme, le lien entre la clinique et l'éducation. Mais bon, voilà, on va voir. Voilà, donc je vous remercie pour l'invitation. Un quart d'heure, c'est super stressant, mais on va y arriver. Pardon. Ouais. Ok. Là, ok, ça marche. Merci. Bien. Ok, merci. Non. Comme ça commence mal. C'est comme oui, faut me dire. Il y a deux On n'a bras. pas répété. Oui. Oh. C'est toi Bien. qui vas faire la conclusion. Voilà, donc je suis psychanalyste et psychologue clinicien. J'ai fait un certain nombre d'ouvrages. C'est important parce que je suis devenu, malgré moi, spécialiste des violences sexuelles. Alors, dans mon dernier livre, j'ai parlé de comment moi-même j'ai été agressé enfant gravement, et je ne m'en cache pas. Et c'est intéressant parce que j'ai envie de sauter sur plein de choses en même temps. Et Christine a parlé de Poutine, et je me suis dit, tu ne vas pas parler de Poutine. Et puis en fait, je pensais au petit garçon de Poutine. Et je vais parler des petits garçons, en fait. Parce que pour moi, tout commence là, ça commence par des petits garçons. Et moi, quand je vois Poutine, je vois toujours le petit garçon, en colère, pas content, tout ça. Bon. Et personne n'a remarqué qu'une semaine avant d'envahir l'Ukraine, il a dit cette phrase incroyable, j'ai vérifié, hein, tellement j'y croyais pas. Il a parlé à Zelensky et puis il lui a dit, ma chérie, quoi que tu veuilles, il va falloir t'y faire. Alors, j'ai vérifié, il a dit, ma chérie. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que ça entraîne. C'est-à-dire que ça veut dire que, il y avait tout à l'heure, on parlait là des tapettes, des PD, donc il dit ma chérie, il le féminise, et puis il dit je vais envahir ton pays, et après on comprend pourquoi. Donc, et ça, c'est ça. J'ai trouvé que les médias ne le reprenaient pas assez. Hein. Cette phrase, moi, c'était tellement incroyable. Ma chérie, il va falloir t'y faire. Un viol, quoi. Bon. Alors donc je vais parler des garçons et puis je vais parler de la psychanalyse aussi et de la psychologie parce que vous voyez le titre de mon prochain livre qui sort en septembre, c'est pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles. Pourquoi ? Parce que tous les jours, surtout que depuis que j'ai sorti un livre sur l'inceste, j'ai des messages tous les jours, des mails et des téléphones qui me disent est-ce que vous connaissez un psy qui travaille sur les violences sexuelles ? Alors une fois, deux fois, puis au bout d'un moment je me dis on m'appelle, est-ce que vous connaissez un dentiste qui travaille sur les caries ? Je suis désolé, pour moi, c'est pareil. Et je me suis dit, il y a un problème. Il y a un gros problème. Et ça veut dire que l'éducation des garçons, c'est où l'éducation des garçons ? C'est l'éducation des familles. Et c'est dans, moi, je dirais, 3 domaines principaux. Il y a l'école, il y a les médias et il y a la psy. Et la psy fait le corps de l'école et elle fait le corps des médias. Et la question, là, donc, ça sera dans le prochain livre, vous allez voir que c'est vraiment le sujet, puisque c'est Freud. C'est-à-dire que la psychologie en France et la psychanalyse, qu'elle soit lacanienne ou freudienne ou autre, est très... Elle a à la base Freud. Bon. Et c'est comme si c'était un acquis, dans toutes les facultés on fait ça. Moi-même, je donne des cours dans une faculté privée. Et je suis le seul à dire des choses. Il y a 30 profs, je suis le seul à dire des trucs. Bon, et la première des choses, c'est que je remets en question, tout en étant freudien dans un certain sens, des assertions freudiennes qui sont fausses, donc je le dis, et elles sont fausses pour la bonne raison que tout le monde cache. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai fait un test avec Joël, je lui ai dit est-ce que tu sais ça ? Elle ne le sait pas. Et j'ai compris, ça sera dans mon prochain livre, que personne ne sait, alors que c'est écrit, que le père de Freud était pédocriminel. Alors, tant qu'on cachera ça, et on l'a caché déjà jusqu'en 2006, puis depuis 2006 on le sait, mais les psys ne veulent pas l'entendre, donc moi je leur redis. Et puis on me dit, c'est pas important, mais je dis, vous imaginez, vous avez quelqu'un qui fait une théorie sur la sexualité, et son père abusait de ses frères et sœurs, et sûrement de lui, vu les 32 opérations de la mâchoire qu'il a eues. Il se faisait faire des fellations. Et ça veut dire que cette théorie, elle a été empreinte de cette histoire-là, et comme personne ne voulait l'entendre, eh ben moi j'essaye d'en parler, et je vais vous parler un peu de théorie par rapport aux garçons, parce que comment se construit un garçon ? Alors la première chose, c'est une petite révision. Les 3 stades, bon, globalement, je vais aller vite, parce qu'il faut aller vite, mais on va dire stade oral, stade anal, stade génital, ça tient. C'est quelque chose qu'on peut constater encore aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Et important, vous voyez la naissance à 2 ans et demi environ,
Et puis vous avez le stade anal, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans et demi. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ça dont je veux parler. Pourquoi ? Parce que quelque part, la théorie freudienne, elle s'est arrêtée là. Et lui, il n'a pas été voir avant. C'est pas lui qui l'a fait, c'est d'autres qui l'ont fait, Et ces 3 stades, ils sont frappés de 3 interdits fondamentaux. C'est le premier, c'est tu mangeras pas l'autre, c'est-à-dire un humain, c'est pas un anthropophage. Le deuxième, c'est tu ne tueras pas l'autre, alors sauf en cas de guerre, sauf si on est policier, sauf si on est même on tue pas trop les animaux. Et puis le troisième, c'est l'interdit de l'inceste et l'interdit du viol. Alors les psys parlent souvent de l'interdit de l'inceste pour ça, mais il faut rajouter l'interdit du viol. Bon. Et ça veut dire qu'il faut bien les distinguer parce que moi, la majorité des familles que je reçois, les garçons, ils sont coincés où ? Ils sont coincés dans le stade anal. C'est-à-dire, leurs pulsions agressives ne sont pas du tout maîtrisées. Et c'est la majorité actuellement, encore aujourd'hui, des enfants que je reçois. Ce qui veut dire que, avant même de parler de sexualité, il va falloir parler d'agressivité. C'est-à-dire que Greg tout à l'heure parlait de l'altérité. L'altérité, c'est au stade anal, c'est pas après. C'est-à-dire, tous les parents le savent, moi aussi je suis parent, 2 ans et demi, 3 ans et demi, l'horreur. C'est des petits monstres. Et ce que ne dit pas Freud, parce qu'il mélange, vous allez voir, je vais vous montrer pourquoi, il mélange, c'est que c'est des petits monstres et c'est les moments où ils sont très agressifs et ils ne sont pas sexuels. La sexualité, ça commence à 3 ans. Avant, ils ne le sont pas. Et il y a un mélange là-dedans, et notamment il y a un mélange chez Freud quand il dit sans arrêt, le garçon veut tuer le père. C'est pas vrai. Le garçon, je vais vous montrer, il veut tuer ses parents entre 2 ans et demi et 3 ans et demi, et ça n'a rien à voir avec du sexuel, c'est simplement qu'il a besoin de développer son agressivité. Alors, j'ai juste théorisé, moi, 3 autres stades qui sont le végétal, l'animal et l'humain. Et en fait, la question des petits garçons, c'est de sortir de l'état animal. Je vous dis ça parce que j'ai travaillé avec des autistes et des psychotiques, beaucoup, et que beaucoup d'autistes sont coincés au stade végétal. Ils sont souvent pas agressifs, par exemple. Et là, je vais vous montrer le cas d'un enfant. Je vais aller vite, finalement. Je vais passer tout ça. Et je vais vous montrer le cas d'un enfant qui était psychotique et qui se prenait pour un loup. Alors avant, il se prenait pour une chauve-souris, mais là, il se prenait pour un loup, mais un loup gentil. Et moi, tout le travail avec cet enfant, ça a été de développer son agressivité. Alors, vous allez voir, la succession des dessins, c'est la succession des semaines. Oui, le loup, il n'avait pas de dents. Maintenant, il a des dents. Puis là, il commence à devenir un petit peu menaçant. Et puis là, il dit, là, il n'y a que ses yeux, on ne sait pas pourquoi. Et là, il devient flippant. Et puis là, il devient très flippant. Et à la fin, ça va se terminer comment ? Alors là, c'est très intéressant parce qu'il regarde la lune. Je ne vais pas expliquer, mais c'est un enfant qui va devenir un très grand dessinateur. Et là, ça c'est intéressant. Je tue le psy. Hein, et là, le psy est mort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un enfant a besoin de tuer ses parents, et ses 2 parents, pas le père, mais le père et la mère, mais là je rajoute quelque chose par rapport à Freud, pas pour de vrai, parce qu'il les aime trop. C'est ça les enfants. Donc je vais en venir à la sexualité de l'enfant, puisqu'on a beaucoup parlé de la sexualité de l'enfant à travers l'Oedipe. Et c'est pareil, je conteste l'Oedipe freudien, dans le sens où Freud a dit quelque chose qui est un peu juste, c'est-à-dire l'enfant, on va prendre le garçon. Le garçon désire la mère, mais Freud a oublié quelque chose. Et ça tient à son histoire. Il a oublié que le garçon désire la mère à condition que ça n'arrive jamais. Et la fille désire son père à condition que ça n'arrive jamais. C'est la phrase à condition que ça n'arrive jamais qu'on n'a pas rajoutée. C'est pas pour de vrai. Et une fois que c'est pour de vrai, on est dans l'inceste. Et à ce moment-là, c'est un cauchemar. Mais l'enfant, il ne va pas être sexuel de cette façon-là. Il va dire plus tard, le garçon dit, je vais me marier avec maman. Bon. Ce que je veux dire, c'est que pour revenir à la sexualité et aux violences sexuelles sur lesquelles je travaille principalement, c'est qu'au niveau de l'éducation, il va falloir que d'abord, on travaille cette question de l'agressivité, qui est tu ne touches pas le corps de l'autre, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de consentement, c'est non, et tu ne touches pas de toutes les manières. C'est-à-dire, on dit aux enfants, à ce moment-là, tu ne lui tapes pas dessus, par exemple. Mais ce n'est pas simplement tu lui tapes pas dessus, tu lui tapes pas dessus, ça va se transformer en viol si ce n'est pas fait. C'est ça que je veux dire, c'est de remettre les choses au bon endroit pour que dans l'éducation des garçons, on arrive à ce fait qu'ils puissent respecter le corps de l'autre, quoi qu'il arrive, que ça soit sexuel ou pas sexuel. Et c'est bien pour ça que quand Greg parlait tout à l'heure
Bah, je vois, c'est des petits garçons, tous ces garçons-là, tous ces jeux, ces grands rugbyman, mais c'est des... Oh là, je vais me faire fâcher. C'est des petits garçons, et donc ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris. Et ce que je veux dire, c'est que, en gros, on sait que tout se joue avant 6 ans. C'est trop tard après. Donc ça veut dire que je finirai là-dessus. Il faut donc que ça passe par l'école. Et moi, je milite, et on ne m'entend pas, tant qu'il n'y aura pas d'éducation sexuelle à la maternelle. Et je le répète, c'est ce que disait Françoise Dolto. Elle a dit des bêtises sur les violences sexuelles, mais ça, elle avait tout à fait raison. Moyenne section, avant c'est un peu tôt. À la moyenne section, il faut une éducation sur l'agressivité, sur la sexualité et sur l'inceste. Et quand je dis ça, je dis, mais on ne va pas les dire à l'école. Mais si, parce que le jour où toute la classe va savoir que les parents n'ont pas le droit de toucher les enfants sexuellement, si un jour ça arrive, vous avez un enfant qui va parler aux autres ou qui va parler. Mais comme on ne le dit pas, et on ne le dit toujours pas, alors moi j'ai été maître d'école dans une autre vie, j'ai vu, c'est pas fait à l'école primaire, c'est pas fait. Moi je le faisais aux enfants de 9 ans, c'est déjà trop tard. Pourquoi ? Parce que l'inconscient est formé. Un petit garçon à 9 ans, il est formé, c'est-à-dire il a été formé vers 3, 4 ans, 5 ans. C'est là et c'est l'école, il n'y a rien de mieux que l'école. Parce que les parents ont du mal, ils ont du mal à expliquer et tout. Et le jour où le maître ou la maîtresse va dire, voilà, on n'a pas le droit, les parents n'ont pas le droit, il y a des choses qui existent comme ça s'appelle l'inceste, c'est interdit. Là, on va en finir. Tant qu'on ne le fera pas à l'école, mais je peux vous assurer qu'on ne va pas le faire avant je ne sais pas combien d'années, parce que je connais l'éducation nationale, avant qu'elle bouge là-dessus. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. Ah ben merci Bruno. Merci pour ce côté très concis et engagé dans ce que tu as dit. Et ça va laisser justement un peu de temps pour que Didier, que je voyais bouger sur certains propos, nous fasse sa conclusion. Enfin, je ne sais pas si c'est une conclusion d'ailleurs. Je pense que ton point de vue d'éducateur est important. Toi qui as beaucoup travaillé sur la transmission et qui travaille toujours sur la mise en forme, j'ai envie de dire, de l'éducation, y compris l'éducation sexuelle, mais pas seulement, l'éducation à la santé. Voilà, je te passe la parole. À toi. Là, j'étais pas au courant que je devais parler maintenant. Enfin, moi, j'avais compris qu'on animait un débat. Hein, donc, on adore sortir du cadre. Voilà, c'est bon. Bien. Je pense que ça te va très bien de pouvoir sortir un petit peu du cadre. Ça va être très bien. J'allais dire, moi d'abord, j'ai été bluffé par les 3 présentations parce que finalement, elles donnent un cadre qui est à la fois sociologique, hein. On est sur des questions de stéréotypes sociaux, d'emprise, de pouvoir, et puis sur des dynamiques qui sont aussi des dynamiques de construction de la personne. Et donc, finalement, la question éducative, c'est le terreau dans lequel elle va être amenée à se développer. Et l'enjeu, finalement, c'est de passer de ces éléments de situation, de cette conscience, finalement, de ce qui va façonner l'identité des personnes, pour essayer de regarder ça du côté éducatif. Alors, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'on met dans la formation des maîtres et des maîtresses de maternelle, se poser la question de savoir aussi de ce qu'on met dans tout ce qui est de la formation, notamment fédérale, des clubs sportifs. Et puis ce qu'on fait autour de l'aide à la parentalité. Parce que peut-être que ce qui me semble fondamental et que je retiens dans ce que vous dites, c'est qu'on parle bien d'éducation, on parle pas d'école. L'éducation, c'est d'abord et avant tout la famille et la communauté. C'est ensuite tout ce qui relève du secteur non formel, le sport bien sûr, mais les activités artistiques, le travail culturel, l'art en matière éducative, mais c'est central. Et là, j'aurais envie de dire avec ce que vous dites, mais punaise, là, il y a une place majeure éducative de l'art dans ce domaine-là. Et puis enfin, il y a l'école. Mais l'école, c'est un des 3 leviers éducatifs. Et je trouvais assez remarquable ce qui a été dit, parce que ça nous permet de bien poser les choses. C'est pas juste qu'est-ce qu'on met dans les programmes scolaires, c'est qu'est-ce que nous, comme société, collectivement, nous offrons comme éducation. Qu'est-ce que c'est l'éducation ? C'est accompagner quelqu'un dans son développement comme personne, et nous on y ajoute aussi comme citoyen, c'est-à-dire pas une personne isolée, socialisée, mais qui est appelée à prendre part à une dynamique. Et bien ça, c'est une responsabilité collective, et c'est ce qui nous est montré ici, les traditions, la transmission familiale, la question des stéréotypes,
l'emprise sociale, les microcosmes comme celui que vous avez montré ici, où on sait très bien qu'on est encore loin du compte dans ce domaine-là. Et donc là, ça devient une autre question, parce qu'il va falloir prendre les choses par l'autre bout. On a identifié ces déterminants, la construction, alors de la virilité et de la masculinité, sûrement il y aura des questions là-dessus, hein, pour voir comment elle change. On a vu les déterminants de cette construction humaine, de cette masculinité chez la moitié de l'humanité. Et donc maintenant la question c'est, qu'est-ce qu'on met dans le processus éducatif? Et donc c'est de prendre en compte tout ce qui a été exposé ce matin pour essayer de se dire, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on soit capable de mettre dans une démarche éducative pour réussir, encore une fois, à construire des humains libres, responsables et capables de prendre leur place dans le jeu social, en référence à ce que Thierry a rappelé tout à l'heure, dans un cadre d'égalité, de fraternité, de bienveillance, de liberté, de dignité. Et moi, j'ajoute toujours la dignité des autres et la sienne. Et ça, en éducation, c'est fondamental, le travail sur soi et le travail sur les autres. Et donc, moi, ce que je retiens de ce qui a été dit, c'est finalement cette mise en évidence de l'ensemble des déterminants de l'éducation. Alors, comment est-ce qu'on y répond? J'allais dire, et ça va rejoindre ce qui a été dit ici, il y a finalement, je crois, en vous écoutant, 3 grands domaines de l'éducation. Il y a tout ce qui va concerner le champ de la sexualité, du droit, des questions et des enjeux sociaux, tout ce qui va relever de l'individu et tout ce qui va relever du rapport entre l'individu et l'environnement. En gros, pour dire les choses simplement, vous avez parlé des compétences psychosociales, et vous avez raison. Mais diable, c'est notre mission d'être capable de donner à chaque garçon et à chaque fille la capacité de dire oui quand il ou elle veut dire oui, et non quand il ou elle veut dire non. Ces éléments-là sont décisifs. Et comment on arrive à ça? C'est là que le travail en éducation nous aide. Vous en avez parlé, c'est la connaissance de soi, c'est la capacité à identifier ses émotions. Ne sous-estimons jamais le langage. Il faut bien apprendre à mettre des mots sur les mots et donner la capacité des gens à s'exprimer, être en capacité de communiquer, donner les éléments pour faire des choix. Ça, c'est vraiment un bloc majeur. Mais enfin, ça ne suffit pas. Je pense à votre jeune sportive ou sportif qui veut s'intégrer dans un club, grandir. Il y a autre chose qui se joue. C'est réellement toute la dimension de la pression, des stéréotypes, des environnements. Et ça, forcément, on a besoin d'éduquer nos jeunes. Bon, puis là, on a parlé de ces questions-là, mais ayez bien en tête tout ce qui est de la publicité, la puissance effarante du marketing qui nous renvoie à des stéréotypes sociaux de masculinité, de féminité, juste incroyable. Il n'y a pas besoin d'aller dans les vestiaires des clubs de rugby, je veux dire, pour trouver le poids de ces stéréotypes. Donc, vous voyez, on a un premier paquet autour des personnes. Comment je renforce ma capacité, moi, à m'exprimer? Deuxième axe, c'est tout ce qui relève de mon rapport à l'environnement. Et là, on n'a parlé que du rapport un peu négatif de ces stéréotypes. Mais il ne faut jamais oublier que l'éducation, c'est être capable d'identifier les ressources, qui va m'aider, quelle est la personne qui va pouvoir constituer un modèle pour moi, me venir en aide lorsque je suis victime, par exemple, comme vous le disiez, de violences sexuelles. Je veux dire, clairement, si on ne permet pas aux gens de savoir où aller, on ne va pas arriver à mener le processus éducatif. Et puis, le troisième pilier, vous le connaissez tous, c'est ce qui a été exprimé tout à l'heure, c'est qu'on vit dans un environnement déterminé, mais il faut connaître les enjeux de la sexualité, il faut en parler, il faut être capable de connaître le cadre juridique, d'être ancré dans ce qui relève finalement de cet environnement social. Donc ces 3 axes-là, c'est, je dirais, à vous entendre, et puis ça rejoint vraiment beaucoup de choses autour de l'éducation, un axe individuel, un axe du rapport à l'environnement, puis un axe, j'allais dire, sur les comportements, les cadres et autres qui permettent d'avancer. Donc c'était un peu ça, moi, qui me venait. L'insistance sur le formel, le non formel, la famille, l'école, les clubs, et puis sur ces 3 piliers. Voilà, très simplement, mais alors vraiment à chaud, chers amis, je ne sais pas du tout si ça correspond à ce que vous attendiez les uns les autres. Hein. Désolé. Hein. Oui, bien sûr, allez-y. On m'entend là, ça va? Ouais. Je voulais revenir juste sur l'idée de l'école ou la famille. Moi, j'ai des jeunes enfants et j'ai pensé à un truc, c'est l'écologie. Je pense qu'il faudrait, ce serait la même chose avec les violences sexuelles. C'est que moi, mes 2 enfants, ils sont en plein dans l'écologie. Et c'est pas moi, c'est pas la famille, c'est pas nous. C'est l'école. Et quand ils reviennent de l'école, on se fait engueuler. On fait non, tu tries le papier là, tu fais le truc. Bon, ça c'est gagné en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui est dans toutes les écoles. On a une future génération. C'est peut-être eux qui vont nous sauver. Enfin, je pense qu'eux, ils sont pas. Pourquoi ils sont formatés? C'est un formatage en France, tout petit maintenant. Ils sont
l'écologie, si on fait la même chose avec la sexualité, ça sera pareil. C'est pour ça que je crois comme c'est à l'école. Évidemment, c'est dans les familles. Mais la puissance de l'école, quand l'enfant vient et vous dit, le maître a dit, la maîtresse a dit, vous ne discutez pas. Hein, c'est comme ça. Bon, moi, je voudrais aussi intervenir sur un point, avant de passer la parole dans le public. C'est que, alors ça, c'est toujours ma position de clinicienne, imprégnée de psychanalyse. Moi, je ne me dis pas psychanalyste, mais je suis complètement imprégnée de psychanalyse. C'est quand même la question de l'inconscient aussi. Alors, je sais que c'est un mot qu'on ne doit pas prononcer, parce qu'aujourd'hui, c'est un mot pas facile, peu acceptable, etc. Mais il y a quand même des choses qui nous échappent dans notre sexualité. Thierry a parlé de zone d'ombre tout à l'heure, a parlé de... Tu utilises un très joli mot d'ailleurs, de pénombre. Eh bien oui, on est dans notre pénombre personnelle et on est aussi dans la pénombre de la relation. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. On ne va pas tout maîtriser, ni avec l'éducation, quelle qu'elle soit. Je pense qu'il y a toujours une partie qui nous échappe. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'elle nous échappe, parce que c'est ce qui fait qu'on est vivant. Sinon, on n'est que des robots qui répétons toujours la même chose. Et ça n'a, pour moi, aucun intérêt. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur cette question de, si on ne met pas le mot inconscient, parce que ça peut déranger, au moins acceptons qu'il y ait une partie qui nous échappe et que c'est ça qui fait que nous sommes aussi des humains. Merci. Bon, vous avez été merveilleux tous. Moi, je compléterai ce que tu dis, Didier, par le macro. C'est-à-dire que si on n'a pas une stratégie nationale, on est en France chez nous, qui porte les idées que tu as dit, qu'on a entendues à la pratique, ça ne marche pas. Or, j'espère qu'on va changer de ministre dans l'éducation nationale, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire avancer cette circulaire du 12 septembre 2018 dans lequel il a retiré le maternel, il a retiré tout ce qui était les droits humains, et ça s'appelle Monsieur Blanquer, et j'espère qu'il ne restera pas, parce qu'avec ça, eh bien, on régresse. Donc, je pense que nos chairs, notre réseau, bien sûr, il est mondial, mais il doit d'abord commencer chez nous. On a des plaidoyers à mettre en place et on a une visibilité politique à avoir si l'on veut réellement être fier des communautés que nous représentons ici et de ce que l'on entend dans une salle, dans une université, pour qu'elle soit pratique. Merci Thierry. Il y a une question tout en haut de l'amphi. Voilà. C'était pas vraiment une question. Je ne sais pas si ça marche. Ou une contribution. Voilà, une contribution. Je suis gynécologue, Edith Laplane. Féministe aussi, assez. Je remercie Madame Meunier, je ne me souviens plus votre nom de jeune fille, excusez-moi. Je ferai lire ces livres à mes patientes. Comme je leur fais écouter, c'était juste ce que je voulais signaler, le podcast Les couilles sur la table, qui aborde donc la question féministe par le biais des masculinités. Et je trouve ça hyper intéressant. Et je voulais aussi signaler, puisque vous parlez de culture et d'art, un livre aussi très intéressant, si les personnes ici ne l'ont pas lu, qui s'appelle Le regard féminin, d'Iris Bray, et qui parle donc du cinéma et de comment nous sommes totalement imprégnés du regard masculin, d'un certain regard masculin, qui peut aussi bien être fait par des femmes, mais il y a très peu de femmes cinéastes, et beaucoup d'hommes peuvent avoir, certains cinéastes, hommes plutôt, ont un regard féminin et une manière de filmer, et elle explique, alors moi j'ai regretté de ne pas avoir une assez grande culture cinématographique, mais je suis allée regarder des séries, j'ai regardé du coup quelques films que je n'avais pas vus, et elle explique comment nous sommes marqués par une certaine manière de penser qui influence les garçons comme les filles. Et du coup, j'ai compris pourquoi je n'étais pas passionnée ni de western, ni de films de guerre. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant ce regard-là. Voilà, je vous remercie pour vos interventions qui étaient passionnantes. On va prendre encore une ou deux questions. On peut encore, oui. Même trois peut-être. Il y en a quelques-unes. Si vous voulez bien avoir des interventions courtes, ce serait gentil pour qu'on puisse
passer la parole aussi aux autres personnes. Bonjour, je suis sage-femme libérale. Je fais de l'éducation affective et sexuelle de la maternelle jusqu'au lycée. Et je suis très étonnée de ne pas avoir entendu le mot porno dans vos interventions. Parce que j'ai l'impression que ça pèse beaucoup sur les relations des jeunes et ça n'a pas été abordé. Excusez-moi, je profite que le micro passe à portée de main. Pour juste une requête, vous dites avoir reçu une synthèse de l'intervention de Madame Meunier. Est-ce qu'elle pourrait être disponible? Parce que ça... Il faut lui demander. Faut vous approcher un peu. Voilà. Ben, ça va là? Oui. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pour intervenir aujourd'hui. C'est pour ça qu'en fait, moi, finalement, j'ai été très dans l'action. J'ai écrit le texte de 10 pages. Est-ce que vous voulez que je le communique? Je veux bien parler du porno. Pas un très bon retour. Bah oui, mais moi je n'entends pas non plus. Donc c'est pas de ma faute. Je vais me faire engueuler encore, mais c'est pas moi. C'est pas moi là. Bon. Voilà, pour du porno, j'ai la phrase comme ça d'un adolescent qui avait dit on nous montre tout et on nous dit rien. C'est-à-dire que je rebondirais sur ce que disait Didier sur la parole, c'est-à-dire dans les familles notamment, donc pas simplement à l'école, mais dans les familles, c'est la parole qui va empêcher justement le porno, mais comme on dirait, enfin voilà, cette phrase elle résume tout. On nous montre tout, on nous dit rien. Ça veut dire que ça se fabrique comme ça parce qu'il y a un manque de parole. Et donc, il faut que la parole se libère. Et heureusement, elle se libère par rapport aux violences sexuelles, elle doit se libérer par rapport à la sexualité. Et plus les enfants auront entendu de la parole, moins ils s'intéresseront aux images qui n'auront plus de sens. Ça n'aura plus de sens pour eux. Mais s'ils n'ont pas de parole, ils vont boire les images. C'est mon avis. On a une ou deux questions par ici. Ah, voilà. Oui, Didier voulait juste intervenir. C'était juste pour dire, évidemment, madame, que vous avez infiniment raison. Le porno, c'est un objet d'éducation. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où les images, en particulier les images à caractère pornographique, sont omniprésentes. Notre tâche éducative, c'est d'apprendre à les décoder, en comprendre le sens, en identifier les caractéristiques. Et tous les dispositifs aujourd'hui, et sans doute ceux que vous portez vous-même, prennent en compte ces questions-là. Grosso modo, en classe de 5e, tout le monde a été confronté à des images pornographiques. Et donc, il faut bien se dire que, vous savez, l'éducation, elle plane pas dans l'éther. Elle est ancrée dans la vie des gens. Et il faut partir de la vie des gens. Et clairement, le porno, c'est dans la vie des gens. Et donc, c'est un objet d'éducation. Et ce que je trouve positif, c'est que de plus en plus de garçons aussi critiquent la façon dont les femmes sont mises en scène dans la pornographie. Et ça, je l'ai vraiment entendu dans des établissements. Et ça, c'est quelque chose qui avance dans le bon sens du terme. Cette critique au masculin, au féminin de la porno, la façon dont les femmes sont mises en scène dans la porno. Il y a une question ici. Oui. Et puis on en prendra une ici. Voilà. Et on s'arrêtera là. Merci beaucoup. C'était juste de revenir vers l'éducation en primaire. En particulier. Et moi aussi, ma fille, elle me parle beaucoup d'écologie. Du coup, je suis bien d'accord que c'est là où il doit passer. Et en France, on a les lois, les législations qui disent que ça doit être le cas. Mais bon, je vous rejoins. Du coup, dans les situations où il y avait un manque, il n'y avait pas cette éducation, il y avait sûrement une place des parents. Moi, je fais juste une petite recherche sur ce sujet et c'est clair qu'il y avait une partie du parent qui est l'objet, la raison pour laquelle que ça ne passe pas à l'école, malgré le fait qu'il y avait une volonté de l'établissement. C'est les parents qui bloquent ça. Ou d'autre côté, c'est vraiment les parents ne savent pas faire. On n'a pas un modèle.
Et ouais, c'était juste un commentaire, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Oui, vas-y. Non, merci beaucoup de ce que vous avez dit, et c'est fondamental. Juste qu'on a aussi, nous, à avoir en tête comment ça marche, l'école. Écoutez, à l'école, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est quand même avant tout la volonté des citoyennes et des citoyens qui est largement présente. Je peux vous dire, quand on a combattu pour la mise en place des ABC de l'égalité, justement en maternelle et en primaire, je pense qu'on est nombreux à avoir été dedans. Je regrette, mais si ça n'a pas marché, c'est parce que l'engagement ici, il est nécessaire. C'est un engagement social, ce n'est pas la question de l'école. C'est à nous d'être présents sur ce champ pour justement influer sur des décisions. Et aujourd'hui, les conservatismes de toutes sortes verrouillent l'ensemble des évolutions du système éducatif. Donc encore une fois, Thierry, c'est une question citoyenne et c'est une question d'engagement. L'école ne fonctionne pas en vase clos, elle est directement perméable aux influences sociales. Et ce qui arrive à vos enfants et ce qui n'y arrive pas, eh bien, somme toute, c'est quand même avant tout ce qui est considéré comme socialement acceptable aujourd'hui. D'où l'enjeu que vous mettez en avant. Merci Didier. Une dernière question. Bonjour, merci pour la journée. En fait, je voulais revenir sur ce que la dame a dit, la gynécologue, par rapport à la vision du male gaze. En fait, il y a un terme spécial, c'est le male gaze, c'est-à-dire c'est la vision des hommes dans l'art pour parler des relations homme-femme, femme-femme et homme-homme. Et en fait, il y a une autre vision qui est celle du female gaze, qu'on va retrouver dans la peinture, la littérature, tout ça, donc dans l'art, et qui va parler des relations et homme-femme, femme-femme et homme-homme. Donc voilà, ça a creusé. Merci. Bien. On a encore 5 minutes. Il y a beaucoup de questions. Hein, c'est difficile de faire parler. Ah oui, vas-y, bien sûr, Greg. Oui, bien sûr, bien sûr. J'avais envie de réagir et faire une jonction entre les remarques là, sur la pornographie et sur la pénombre et cette zone d'ombre. Vous avez cité l'exemple du nombre de plus en plus grand. Je vois l'écran là en même temps, on continue de prendre la parole avec toujours écrit derrière le psy est mort. Bon. De plus en plus d'hommes dénoncent effectivement la mise en scène violente qui est imposée aux femmes dans ces vidéos. Moi, dans le cadre des accompagnements que je peux être amené à réaliser et puis des échanges que je peux aussi avoir avec un certain... Et là, je reviens à l'expérience que je peux avoir en contexte sportif où il y a cette façon très violente de sexualiser certaines zones d'ombre. Il y a, et ça c'est très surprenant, surprenant, je ne sais pas si c'est le terme après tout, de plus en plus d'hommes qui manifestent le désir d'expérimenter le fait de subir la violence qui est celle qui est imposée aux femmes dans les contenus pornographiques. Donc avec ce désir d'expérimenter une sexualité qui n'est pas celle qui est... Joël avait parlé aussi du fait qu'au début on était peut-être un peu très hétérocentré, mais expérimenter une sexualité qui sort du cadre auquel on est éduqué. Et parce que la sexualité, et c'est là qu'il y a quelque chose qui me questionne, c'est que c'est un domaine dans lequel le pouvoir de la catégorisation est très très grand. Que ce soit pour définir ce qui est autorisé, pas autorisé, ce qu'il est de bon ton d'avoir comme comportement, ce qu'il est de bon ton de dire ou ne pas dire lorsqu'on l'a expérimenté ou pas. C'est vrai, moi je peux vous dire qu'en tant qu'homme, c'est très très rare d'avoir dans notre entourage social, amical, etc., d'autres hommes qui se sentent libres d'exprimer librement la façon dont ils ont pu expérimenter une sexualité non hétérosexuelle, classique, pour tester tous les autres trucs qu'ils ont pu tester. Donc il y a quand même cette notion de catégorie à laquelle les gens se raccrochent. Il y a un côté identitaire aussi lié à ça, parce qu'on ne peut pas nier. Alors, moi, je fais toujours un plaidoyer à l'encontre des catégories, à l'encontre du fait qu'on cherche absolument à mettre les gens dans des cases.
Moi, franchement, c'est pas comme ça que je pense qu'il faut éduquer. Je pense qu'il faut dire que oui, tout peut exister. Et moi, ce que je dénonce dans les catégories, c'est qu'elles donnent le sentiment qu'il y a des choses qui sont figées, que ça nous définit et que ça ne bougera pas. Pour certaines personnes, la catégorie qui correspond à la sexualité qui est la leur, correspond effectivement à la sexualité qui sera celle tout du long de leur vie. Mais le décloisonnement nous amène à constater qu'il y a de plus en plus d'individus chez qui l'identité sexuelle ou tout simplement la sexualité ne va pas correspondre au même descriptif selon les différents moments de leur vie. Et c'est vrai que moi je fais beaucoup le comparatif, et d'ailleurs je me rends compte que ça soulage énormément tous ces hommes, jeunes adultes ou grands, enfin surtout jeunes adultes. Je fais souvent le comparatif entre la sexualité et la bouffe. C'est peut-être mon côté un peu hédoniste, voilà, le principe de se faire plaisir, etc. Mais je dis, mais écoutez, c'est comme quand vous goûtez un aliment pour la première fois. Bon, à la limite, vous ne savez pas forcément expliquer pourquoi vous allez goûter ce truc-là que vous n'avez jamais voulu manger. Et puis un jour, vous êtes avec quelqu'un dans un contexte particulier, dans un état d'esprit qui est le vôtre ce jour-là, et vous allez vous dire, tiens, j'ai envie de goûter et je me lance. Je dis, bon, ouais, mais bon, des fois, là en l'occurrence, j'ai pas aimé. Je dis, bon, quand on goûte quelque chose comme pour la première fois, oui, des fois on n'aime pas, puis ça n'empêche pas de regoûter dans 6 mois ou dans 3 ans, dans un autre contexte, etc. Et il y a toujours derrière cette peur sous-jacente qui est, en fait, j'ai très peur d'aimer cette chose qu'on m'a interdit d'expérimenter. Et là encore, je trouve le comparatif avec la bouffe, je le trouve quand même assez pertinent. Je dis, écoutez, si vous goûtez un nouvel aliment que vous n'aviez jamais mangé jusqu'à présent, puis que vous aimez ça, vous n'allez pas arrêter de bouffer ce que vous bouffiez jusqu'à présent. Vous allez juste aimer quelque chose de plus. Vous allez pouvoir en manger de temps en temps. Et puis, voilà. Donc, si on pouvait sortir de ce cloisonnement, oui. Je pense que ça ferait beaucoup de bien. Alors, ça lèverait un certain nombre de culpabilités. Et cette zone d'ombre serait peut-être à moitié éclairée. Oui. Alors, la zone d'ombre et la pénombre, c'est ce qu'on trouve dans nos cabinets de consultation de psychologues, sexologues, ou en tout cas quand on a cette sensibilité-là. C'est exactement avec ça qu'on travaille. Et on travaille aussi avec quoi? Avec ce que tu décris, les schémas sexuels, les idées reçues, les normes. Les gens arrivent avec tout ça. Hein. Et notre travail, enfin moi je dis toujours, le cabinet du sexologue, c'est un espace avant tout de liberté. C'est-à-dire que on n'est absolument pas, nous, dans notre métier, à devoir donner des normes ou même de renforcer les normes des autres. Donc, je crois que cette dimension de la liberté, c'est là où les droits humains, dans notre clinique quotidienne, pour ceux qui font de la sexologie ou qui sont déjà dans le bain de ces pratiques, eh bien, c'est là où les droits humains éclairent notre pratique quotidienne. Et moi, ça m'a énormément apporté de m'interroger sur les droits humains, non pas pour catégoriser justement ma pratique, etc., mais pour lui donner une autre dimension. Il y avait une question ici. Oui, alors c'était peut-être une remarque, mais je vous remercie parce que vous avez fait la transition en parlant de catégorisation. Donc je suis d'accord que c'est un séminaire sur la construction du masculin, de la masculinité, et je travaille moi-même sur la masculinité, mais est-ce que en termes d'éducation, on ne pourrait pas sortir un peu de cette binarité? Et si on estime que tout se fait justement avant l'âge de 6 ans, est-ce qu'on n'irait pas plutôt, au lieu de dire que on doit éduquer les garçons vers une masculinité qui ne serait pas toxique, mais qui serait positive, même si pour moi c'est aussi assez binaire, mais est-ce qu'on ne ferait pas une éducation qui n'est pas seulement égalitaire, mais qui est en fait tout simplement non genrée? Parce que l'abolition du genre, c'est quelque chose qui commence à être théorisé, hein, donc je voulais avoir votre avis là-dessus. En fait, moi je vais répondre, c'est certainement pour vous, mais je vais répondre parce que quand je me suis tournée vers l'écoféminisme inclusif, c'était clair que pour aller vers l'égalité des droits entre les individus et puis pour respecter l'environnement, la planète, il fallait aller vers une culture dégenrée. Pour moi, c'était clair. C'est-à-dire que pour être dans le respect du vivant et dans une conception holistique de
à la fois la nature, les individus et la société. Arnaud, tu voulais dire quelque chose, je crois, non? Non, ça va? Alors, il y a encore... voilà, on va faire intervenir nos jeunes seigneurs. Bonjour. Bonjour. Je sais pas où ça marche. Ça marche, là? Oui. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Voilà, ça va venir tout seul. Bonjour et merci. Je voulais juste me permettre de rebondir sur les 3 moyens d'éducation, à savoir qu'effectivement, il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas de parents. Il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas avoir de dialogue avec les parents parce qu'ils sont placés. Aujourd'hui, il y a plein de modèles parentaux aussi. Et au niveau aussi des activités extrascolaires, il y a encore beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas avoir accès à ces activités extrascolaires, et malheureusement. Mais en tout cas, c'est un fait. Et depuis 2001, effectivement, c'est le rôle de l'école de pallier justement à ce manque d'éducation à la sexualité, à savoir que c'est obligatoire de la primaire au lycée, à raison de 3 heures par an. Ce qui fera un total d'à peu près 30 heures, qui n'est absolument pas réalisé. Et ce qui est effectivement dommage. Et notamment aussi, on n'a pas forcément parlé des écrans, mais il y a une super série sur Arte qui s'appelle Culbute, et qui justement parle de toute la place que les médias, donc que les séries, le cinéma et les jeux vidéo peuvent avoir, autre que par le porno. Voilà, c'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Il y en a une ici au milieu. Bonjour, merci. Une question peut-être pour les plus grands. On parle beaucoup du rôle des encadrants, du rôle modèle. Moi, je travaille beaucoup sur la santé sexuelle des femmes et j'ai beaucoup de questions d'hommes. Parce que justement, d'hommes de mon âge, voilà, qui s'interrogent par rapport à un modèle qui n'était pas leur, qui veulent évoluer, mais qui sont aussi parfois en contradiction. J'ai aussi beaucoup d'hommes plus jeunes qui peuvent... j'ai un fils qui est sportif de haut niveau et qui peuvent se sentir blessés par ce nouveau langage autour des femmes, autour de la position qu'on leur donne, et qui du coup cherchent aussi à une manière d'en parler ou d'échanger. Comment on les accompagne? Alors, c'est vraiment une question ouverte. Et comment on les aide eux aussi peut-être à reprendre un certain pouvoir sur cette virilité positive ou masculinité positive. C'est pour Greg. C'est pour moi celle-là. Si on se centre sur le milieu sportif, mais encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, c'est valable pour le domaine du cinéma, les conservatoires, enfin pour toutes les activités extra-périscolaires qui peuvent amener les jeunes à se réaliser dans le cadre d'une activité. Le pouvoir de l'encadrant, il est incommensurable, et cette nécessité de les former à la bienveillance, au respect de l'autre, il est absolument fondamental, parce que tout à l'heure je vous disais la thèse de doctorat que j'ai encadrée sur la thématique des déterminants des attitudes homophobes dans le sport a clairement montré que ce qui fait que les groupes dans lesquels il y a des propos, voire des comportements très violents à l'égard d'individus, qu'ils soient homosexuels ou pas, mais à partir du moment où ils sont désignés, étiquetés comme tels, eh ben, ils se prennent tout ça. Donc, voilà. C'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. C'est à lui de créer un climat. Un climat qui va faire que c'est celui dans lequel vont se développer les fameuses normes de groupe, les normes sociales. Mais s'il n'y a pas en amont l'entraîneur qui interdit qu'il y ait certains comportements, qui refuse que certains propos soient tenus publiquement ou même en privé, ce que tu ne peux pas contrôler, mais par certains membres du groupe. On ne peut pas ensuite avoir au sein du groupe des individus qui vont faire qui vont faire usage de leurs compétences psychosociales pour dire non, moi je refuse qu'au sein de notre groupe on tienne ce type de propos. Donc il faut absolument qu'il y ait un référent. Alors,
Ça passe par les formations, ça s'améliore parce que là, pour le coup, au niveau du ministère des Sports, là, sur les deux dernières années, il y a eu une très très grosse avancée qui a été réalisée. Maintenant, ça peut paraître surprenant, mais si on va sur le site du ministère des Sports à l'heure actuelle, on peut s'attendre à on imagine les JO, les médailles, le sport de haut niveau. Ça, c'est un onglet sur le site du ministère des Sports. Le deuxième, c'est éthique et intégrité sportive. Et dans lequel il y a tout un tas de rubriques pour tout ce qu'on soit éducateur, qu'on soit encadrant, qu'on soit dans l'entourage, tout ce qui existe, les supports, les documentations, les outils à partir desquels on peut faire de la prévention, de l'éducation. On peut se saisir désormais de plein d'outils pour sensibiliser les jeunes au fait qu'on doive respecter l'altérité des autres, etc. Et il y a de plus en plus de formations également spécifiques pour les entraîneurs, pour qu'il y ait dans leur formation des contenus qui soient obligatoires. Ça, c'est très récent, donc il va falloir attendre quelques années pour qu'on ait une génération d'entraîneurs qui étaient tous formés à ces contenus-là. Mais le fait que les entraîneurs participent aux journées de sensibilisation qu'on peut réaliser auprès des gamins, enfin je dis les gamins, c'est des gamins, certains c'est des 18-20 ans, qui participent à ces journées-là, ça les amène à se questionner sur leur pratique, sur pourquoi moi depuis des années en tant qu'entraîneur je fonctionne comme un gros con qui insulte les sportifs que j'encadre et tout ça. Et la plupart des entraîneurs, on stigmatise beaucoup les entraîneurs, mais la quasi-totalité font un très très bon boulot, hein. Mais en tout cas certains se disent mais ouais, c'est vrai que je suis dans un schéma où j'ai tendance à les inciter à la compétition entre eux plutôt qu'à la coopération lorsqu'ils s'entraînent à plusieurs. Et il y a peut-être des façons de faire qui vont être plus respectueuses, voilà. Donc ça se développe. Et j'ai envie d'être optimiste. Alors juste un petit mot, je me disais le mot entraîneur, le miroir, c'est quand même l'entraîneuse. Hein. Oui. Oui, je pense que on va peut-être clore. Hein, voilà, on va clore cette matinée.